Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une figure du droit qui a su se réinventer et s'imposer à la croisée du droit et de la technologie. Avocate depuis 15 ans, elle a commencé sa carrière à Madrid dans le droit des affaires internationales avant de faire une transition audacieuse. Aujourd'hui, elle est à la tête de son propre cabinet entièrement dédié au droit du numérique, à la propriété intellectuelle et aux nouvelles technologies. Elle accompagne des professionnels du web, des créateurs de logiciels, mais aussi des États africains dans la modernisation de leurs lois sur le numérique. Engagée également dans la transmission de son savoir, elle est formatrice et jury à l'école du barreau de Paris et intervient dans plusieurs pays d'Afrique. Il s'agit de maître Karine Mazan qui est avec nous sur ce plateau. Soyez la bienvenue, maître. Bonjour Jessica. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors maître, forte de votre expérience, de votre expertise internationale, vous êtes actuellement au Gabon. Est-ce dans une démarche de partage de votre savoir, notamment avec les professionnels et les institutions du pays? Absolument. Je suis aussi dans une démarche de rencontre avec des jeunes juristes, mais avec aussi des personnes qui sont déjà clientes et qui vivent au Gabon et qui ont besoin de cette expertise et qui me contactent généralement de là où j'exerce, donc en France, et que je peux rencontrer en personne pour avoir des échanges un peu plus directs. Très intéressant. Alors, vous avez démarré, je le disais notamment, votre carrière à Madrid dans les affaires internationales, un domaine très classique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une césure et à envisager de quitter la profession? Je vais juste préciser qu'en fait, en droit des affaires internationales, c'est ce qu'on appelle un Master of Law qui intégrait le module de droit des nouvelles technologies qui était ce que je voulais faire au départ. Mais il n'y avait pas de formation spécialisée, sauf un cabinet d'avocats qui en proposait, mais qui ne m'assurait pas que cette certification soit acceptée si je rentrais au Gabon. Et ensuite, la césure, en fait, elle s'opère lorsque je change de pays. Donc, j'ai quitté l'Espagne pour m'installer en France, d'abord en détachement de mon cabinet, et ensuite pour m'installer en fait définitivement. Mais l'environnement était différent et lorsqu'on change d'environnement, on se rend compte que les codes ne sont pas toujours les mêmes. On a beau être dans la même profession, ce qui se pratique dans l'intégration d'un avocat en France ou au Gabon n'a rien à voir avec ce qui se fait en Espagne. Donc, la méconnaissance en fait, de ces codes, de cet environnement nouveau, m'a fait me poser la question, et donc des difficultés rencontrées d'intégration, m'a fait me poser la question de quitter la profession. Et donc, pendant 1 an, j'ai envisagé justement cette possibilité. Et donc, pendant 1 an, je me suis mise en pause pour réfléchir, pour apprendre d'autres choses. Et ça m'a justement ouvert une porte qui était celle de l'entrepreneuriat, de travailler dans une petite entreprise et de découvrir comment est-ce qu'une entreprise se crée, comment est-ce qu'elle se pilote, comment est-ce qu'elle se développe. Et même si ce n'était pas intentionnel au départ, je crois que ça a été un mal pour un bien et qui m'a permis aujourd'hui de créer mon cabinet. Très bien. Alors, il faut dire que c'est quand même un virage assez audacieux. Comment êtes-vous passé du droit des affaires internationales à la création d'un cabinet entièrement dédié au droit du numérique? Quelle a été l'étincelle ou encore la conviction qui a guidé ce choix-là? Mon désir en sortant de la fac était déjà, en fait, je m'intéressais déjà à tout ce qui était numérique, nouvelles technologies, mais en cherchant des formations spécialisées, il n'y en avait pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'était le choix de trouver une formation beaucoup plus large, donc en droit des affaires internationales, mais qui intégrait des modules sur les nouvelles technologies et sur la propriété intellectuelle. Et donc, lorsque je me suis mise à mon compte, donc lorsque j'ai décidé de me mettre à mon compte, à l'encontre de ce qu'on m'avait conseillé, qui était justement de me créer une clientèle sur une base généraliste, je me suis quand même posé la question en tête à tête avec moi-même. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais même si on ne me payait pas? Et donc, pendant cette année de césure, justement, je suis allée au contact de choses qui me plaisaient, de choses que je faisais pour le plaisir. Je découvrais le community management, le développement web, énormément de choses pratiques et techniques qui n'avaient rien à voir avec le droit, mais que je faisais avec tellement de plaisir que je me suis rendu compte que je pouvais y passer des heures, des jours. Que vous faisiez par passion. Tout à fait. Ouais. Et donc, quand la question s'est posée de faire ce choix, cette question m'a permis justement de dire je vais allier cette envie de départ qui se manifestait dans mon quotidien avec
mes connaissances en droit et mon amour du droit. J'aimerais quand même savoir, c'est quoi le droit du numérique? Le droit du numérique, même moi au début, je le voyais comme une niche, comme on peut dire. En fait, c'est un droit qui est dédié à toutes les questions liées à l'environnement numérique. En réalité, on dit droit du numérique pour englober, mais il y a plusieurs matières à l'intérieur. Donc, on a le droit de l'informatique, donc qui touche aux questions informatiques. Donc, on peut parler notamment de logiciels, de plateformes. Et il y a le droit de l'Internet, il y a le droit de l'e-commerce, il y a des spécialisations spécifiques. Aujourd'hui, les formations, donc les masters de spécialisation, vont être, on va voir, droit de l'e-business par exemple, c'est du droit numérique, mais qui est dédié à l'e-business, donc au business en ligne. On va avoir droit de l'innovation. Donc, les appellations vont varier en fonction de ce sur quoi on met le focus. Et donc, le droit du numérique, c'est un peu un parapluie qui englobe énormément de réalités qui concerne à la fois les technologies, mais aussi l'environnement, que ce soit de l'Internet ou de l'informatique en général. D'accord. Très bien. Alors, quel est l'enjeu principal du droit du numérique par rapport au droit, on va dire, plus traditionnel? Parce que contrairement au droit traditionnel, le droit du numérique doit sans cesse s'adapter à des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, quelles sont les principales différences et les défis fondamentaux de cette nouvelle discipline juridique? Elle n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'en fait l'informatique existe depuis quand même plusieurs années, et donc ce sont les prémices aussi de cette notion de droit numérique. Donc ça suit une évolution, donc l'évolution à la fois des technologies et du numérique en général. Et donc la différence en fait, c'est surtout que c'est un droit qui est en construction. Donc ce n'est pas un droit fini, qu'on pourrait considérer comme fini, même si le droit n'est jamais fini, puisque les problématiques évoluent et les questionnements évoluent. Et en fait, ce droit qui est en construction et dont on ne connaît pas vraiment si on pourra le codifier, à quel moment on pourra le codifier de manière assez certaine, c'est surtout un droit qui s'imbrique dans tous les domaines. Donc ça va entrer dans le droit pénal sur les questions de cybercriminalité, ça va entrer en droit civil, où par exemple les questions de droit de la famille rencontrent de nouvelles problématiques. Aujourd'hui, on parle d'enfants influenceurs, par exemple, on parle de création de contenu. Effectivement, ce sont des nouveaux, il y a l'émergence de nouveaux métiers et de nouvelles, une nouvelle économie. Il y a tout un environnement qui implique qu'on part du droit traditionnel pour répondre à des réalités analogues dans l'espace numérique, dans l'espace virtuel. Le commerce, par exemple, on va appliquer le droit commercial en réalité. Sauf que lorsqu'il se passe dans l'espace virtuel, les expériences des utilisateurs, des clients n'ont rien à voir avec « je vais au marché et je rencontre physiquement ». Très bien. Alors, dans un pays comme le Gabon, où les enjeux de la transformation digitale sont primordiaux, quels sont les plus grands défis juridiques à relever selon vous? La réglementation qui existe déjà, et je trouve que le Gabon est plutôt avancé, puisque nous avons quand même des lois qui sont récentes, qui sont relativement modernes, et qui sont pour la plupart alignées sur des standards internationaux. Par exemple, notre loi sur la protection des données personnelles, qui a été mise à jour en 2023, on retrouve par exemple les nouveaux droits liés à la question de la protection des données personnelles, comme le droit à la portabilité ou ce genre de choses, qu'on retrouve dans le règlement général pour la protection des données européen. Et ce règlement est aujourd'hui un des plus avancés au monde, et notre loi est quasiment adossée sur cette loi-là, donc sur ce règlement. Donc il faut dire qu'on a déjà un corpus juridique existant. Mais les défis, effectivement, c'est quand même la question sociologique. Parce que, comme je le dis, on n'adopte pas les technologies de la même façon. Notre façon de consommer et d'utiliser le numérique est très différente de certains espaces, notamment les espaces européens. On va dire que si on parle du commerce électronique, là où en France, on va avoir des gens qui vendent essentiellement via leur propre boutique avec un site web, dans la majorité des pays africains, on va utiliser les messageries comme WhatsApp, où on a même, par exemple, WhatsApp Business, qui lui va servir de plateforme de vente. On va avoir les réseaux sociaux qui servent de vitrine, et on n'a pas forcément des sites web à part entière. Alors, vous transmettez votre savoir à Paris, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Donc, naturellement, on se demande si vous envisagez de mettre cette expertise au service des jeunes talents du Gabon, votre pays. Est-ce que
vous avez des projets de formation ou d'intervention en cours? Oui, c'est déjà le cas. Donc, j'aime à dire en fait que même quand on reste à l'étranger, on a toujours cet engagement décennal et cet engagement, je le respecte depuis déjà plusieurs années en proposant notamment des stages en distanciel et des formations à destination de juristes gabonais. Donc, une de mes missions actuellement, c'est justement d'aller à la rencontre des juristes qui souhaitent se former, qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine, mais surtout d'entrer dans que ce soit des universités ou des écoles, mais entrer aussi dans les écosystèmes pour proposer des formations aux techniciens du droit numérique, mais aux juristes aussi. Donc aujourd'hui, ce projet de créer un pool de juristes qui soient à même de répondre aux besoins, pas seulement du droit numérique, mais aux besoins spécifiques liés aux particularités du Gabon. C'est un peu mon projet du moment et je le fais à travers un réseau qui est déjà existant puisque c'est celui des élites juristes de Catherine Théard. Et donc, je profite du fait qu'elle réunisse déjà des juristes pour sélectionner des juristes qui ont soit une appétence, soit voilà, une volonté de se former en droit numérique. Alors, très bien. Selon vous, qu'est-ce que les États africains, mais surtout le Gabon, a de plus à gagner en ce temps de lois modernes sur le numérique? En quoi cela peut-il être un accélérateur du développement? Parce que, comme on dit, on est à l'ère du numérique. Donc, ce n'est pas une réalité du futur, c'est une réalité du présent. Et la majorité des choses qui vont arriver dans le futur, on peut déjà les anticiper, soit parce qu'elles ont commencé à exister dans d'autres espaces, soit parce que par rapport à nos besoins actuels, c'est en train de se créer. Et donc, notre objectif, c'est vraiment... au Gabon, ce serait justement de s'adapter à cette évolution et de pouvoir répondre aux problématiques qui vont se créer. Les problématiques de diffamation, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais aussi l'évolution de l'e-commerce et toutes les questions actuelles. Très bien. Alors, très rapidement, alors que nous sommes en train de finir, quel message ou quel conseil aimeriez-vous donner à la jeunesse gabonaise, en particulier aux jeunes femmes qui, comme vous, aspirent à une carrière d'excellence dans les domaines spécialisés? De ne pas renoncer et surtout de ne pas se dire que parce que ce n'est pas très clair aujourd'hui, il faut attendre que ce soit très précis. On sait que c'est un domaine qui est en formation et donc certains métiers de ce domaine-là sont des métiers de demain. Et donc, moi, je les encourage en fait à se poser cette question que je me suis posée à mon tour. Qu'est-ce que je ferais, même si on ne me paye pas, pour que cette appétence leur permette de tenir sur la durée, mais surtout d'apporter une plus-value. Parce que, par exemple, se former au droit, c'est un domaine qui est très large, mais pour se différencier des autres, c'est aller vers des choses sur lesquelles elles sont prêtes en fait à aller tellement loin que si elles prennent le temps de se former, elles seront des pionnières, elles seront en fait des personnes, elles seront en fait les personnes les plus adaptées par rapport à des personnes qui ont des profils similaires. Leur plus-value sera en fait justement de rajouter la corde en plus. Voilà qui met fin à notre émission. Un grand merci à notre invitée, Maître Karine Mazon, qui a su nous éclairer sur le lien complexe entre la loi et les nouvelles technologies et nous a montré que le droit est un outil essentiel pour encadrer et sécuriser le monde numérique. Je vous laisse avec cette citation de Richard Susskind qui dit « L'intelligence artificielle ne remplace pas l'avocat, mais l'avocat qui utilise l'IA remplacera celui qui ne le fait pas ». Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.